votre présence, et puis je vais essayer de... Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est un livre académique, je vais essayer de vous en donner peut-être quelques clés, peut-être l'envie de le lire, ou à voir, hein, mais surtout peut-être l'envie d'en débattre. Peut-être j'avais envie de revenir, d'abord, alors merci pour l'invitation, moi je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un petit peu attendu pour pouvoir faire cet apéro, puis aussi pour pouvoir se retrouver dans la même pièce, puis pouvoir vraiment échanger, parce que c'est extrêmement frustrant, moi je trouve, d'être condamné à des échanges par Zoom et par vidéoconférence interposée. Moi, j'ai pratiquement enseigné pendant 2 ans comme ça. C'est vrai qu'on aurait envie de pouvoir s'en débarrasser. Donc, très heureux d'être parmi vous ce soir pour discuter un petit peu de ce livre. Peut-être j'avais envie de repartir d'une anecdote qui est à l'origine du premier livre qu'on a rédigé avec des collègues. Celui-ci, en fait, il est là, hein, Mobilité et libre circulation en Europe. En fait, la décision ou le projet de ce livre est né le jour après la votation sur l'immigration de masse. C'était en quelle année? C'était en 2016? Non, 2014. Non, 2014. En fait, bon, comme l'a relevé Antonin, moi je dirige un laboratoire de l'EPFL où il y a évidemment beaucoup de chercheurs, de post-doctorants, de doctorants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et bon, voilà, quand cette initiative a été acceptée, le lendemain, le lundi matin, ils ont demandé à me voir, ils étaient plusieurs. D'abord, pour me demander, la première chose, c'est ce que j'avais voté. Ça m'a un peu vexé, parce que je me suis dit, mais et comment ils ont pu imaginer que... Bon, ça c'est... Peut-être j'avais voté pour ce texte, et puis après, ils voulaient dire aussi leur mal-être en disant, mais on a vu des affiches, voilà, on n'est pas à l'aise, et puis on a commencé à avoir une discussion, on a discuté 2 heures, et puis on s'est dit à la fin de ces 2 heures que ça valait la peine peut-être d'approfondir le sujet en faisant une investigation un petit peu sérieuse, un petit peu serrée sur ces questions-là. Et c'est comme ça qu'est né le premier livre. Et il est notamment voilà, né de la collaboration avec Ander Oudikana, qui à l'époque était postdoctorant dans mon laboratoire, qui est basque-espagnol, qui est spécialiste de ces questions de grandes politiques européennes, notamment au niveau des transports. Il a fait sa thèse sur le TGV en Espagne. Et donc on a commencé à travailler sur ce livre et on a été interviewé les présidences de tous les grands partis de Suisse autour de ces différentes questions. Et donc c'est ce qu'on retrouve un peu alors dans le livre rouge, là, qui est paru aux éditions Economica, dans la collection de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, qui est basée à Lausanne, et puis on le retrouve aussi dans la version anglaise, mais de façon beaucoup plus synthétique. Et puis ça nous a permis de comprendre peut-être un certain nombre de choses, et ça nous a vraiment lancé dans ce projet, qui est un projet donc, qui n'était pas financé, mais qui finalement est né d'une actualité politique. Donc voilà un petit peu pour planter le décor. Ce livre, une fois publié, il a intéressé les éditions Routledge qui ont souhaité en sortir une édition en anglais, en nous demandant finalement de compacter un petit peu la partie sur la Suisse, pour que ça puisse intéresser un public un petit peu plus large. Et donc voilà, on l'a profondément retravaillé, mais la base, l'origine finalement est la même. Alors peut-être pour en venir tranquillement au fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi dans nos entretiens? Et puis comment est-ce qu'on l'a retravaillé? Eh bien, alors, il y a une immense littérature hein, sur la construction européenne, vous le savez, mais finalement, il y a relativement peu de choses qui l'abordent frontalement sous l'angle de la mobilité. Et c'est un petit peu curieux d'une certaine manière parce que si on regarde cette construction européenne, à bien des égards, on peut considérer que c'est un projet associé à la mobilité. C'est-à-dire, si vous prenez voilà l'origine de cette construction dès les années 1950, bon, il y a des prérogatives des États qui sont
hein, qui sont assez fortes. Il y a des précarés qu'on ne peut pas trop toucher. Et puis, il y a au départ de l'Union peut-être un choix stratégique et un pari qui est de se dire on va se concentrer davantage sur le mouvement, hein, entre les États que d'essayer de construire une union qui nécessiterait d'avoir un droit commun sur le travail, sur toute une série de grandes thématiques. On n'en serait sans doute pas encore sorti au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que finalement, assez largement, le projet européen s'est constitué autour de ces 4 libertés. Hein, la liberté de circulation des biens, la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des services et la liberté de circulation des personnes. Et donc, on voit bien, ces 4 libertés, elles ont chacune trait à une question de mobilité. Et donc voilà, ça c'est un petit peu l'entrée privilégiée de ce livre en disant, on va aller un petit peu sonder cette question de la mobilité, comment ça s'est fait, avec quelle conception de la mobilité, avec quelles conséquences, qu'est-ce que ça veut dire faire du continent européen un espèce de grand marché des mobilités selon ces 4 libertés. Alors, le pari de départ, c'était, quand voilà, la construction européenne s'est progressivement construite pierre par pierre, c'était de se dire que finalement, en créant ce grand marché autour de ces 4 libertés, à l'échelle européenne, on allait progressivement permettre une convergence entre les États. Que progressivement, à force de flux, de capitaux, de flux de personnes, de flux de biens, eh bien, il allait y avoir une convergence et que voilà, progressivement, on allait pouvoir entrer dans un projet peut-être plus intégrateur. Donc, il y a un peu l'idée, alors c'est une idée qu'on retrouve aussi alors dans les travaux relativement récents de John Urry, qui est un sociologue britannique qui a beaucoup travaillé sur ces questions de mobilité, qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Urry, il a écrit un livre, je pense que c'est un de ses livres les plus connus, qui est sorti en 2000, qui est intitulé « Sociology Beyond Societies ». Le titre de celui-là, hein, « Europe Beyond Mobility », c'est une manière d'y faire référence sans le dire. Urry, il dit dans ce livre, il parle des sociétés européennes, puis il dit « ces sociétés, elles sont tellement traversées par des flux de personnes, des flux de capitaux ». Justement, il reprend l'argument, mais en tant que chercheur, qu'on ne peut plus vraiment isoler une société française, une société belge, une société britannique. Il y a tellement d'échanges que ça ne fait plus sens de raisonner comme ça. Et donc, il faut penser ces sociétés autrement. Et donc, quelque part, le constat que fait Urry, c'était peut-être le secret espoir de départ d'arriver à terme à avoir cette grande société européenne où les différents pays seraient peut-être les différents quartiers d'une Europe dont on pourrait considérer qu'elle est une immense mégalopole. Ça, c'est une des métaphores qu'on file un peu dans le livre. Alors, malheureusement, je pense que l'idée d'Urry, le livre d'Urry a été extrêmement discuté. Je pense qu'il est assez discutable. Il commence par il y a un verbatim de Margaret Thatcher au début du livre, hein, qui dit, c'est une phrase très connue, mais qui reprend pour entrer dans le livre en disant cette chose qu'on appelle la société n'existe pas. Enfin, je ne sais plus comment c'est prononcé, etc. Enfin, je ne sais plus la formule en anglais, je ne pourrais pas la refaire. Mais donc voilà, il y a une volonté, peut-être aussi c'est un essai, c'est assez provoquant, etc. Je pense que Urry, il n'a pas complètement tort, il n'a pas complètement raison. Et j'entends, on n'est pas face à des sociétés en Europe qui se sont dissoutes dans la mobilité et les flux. Voilà, donc, mais ça c'est un petit peu peut-être l'ambition de départ de l'Union européenne. Alors quand on regarde de façon concrète qu'est-ce que ça a donné cette ambition en termes de politique européenne, on se rend compte que effectivement il y a eu énormément de mesures pour soutenir ces flux. Il y a une politique d'équipement d'abord pour commencer, avec les réseaux transeuropéens.
Alors, il y a des réseaux transeuropéens routiers, il y a des réseaux et des infrastructures ferroviaires, il y a tout l'équipement en aéroport. Donc, il s'agissait vraiment d'équiper l'Europe pour permettre à ces flux de se développer, qu'il s'agisse des flux de marchandises, des flux de services ou de personnes. Hein, et donc là, il y a eu une politique extrêmement volontariste. J'en parlais encore tout à l'heure avec une collègue à propos de la Croatie qui me disait « c'est incroyable les réseaux autoroutiers qu'il y a en Croatie, l'Union européenne a investi ». On pourrait faire le même exercice dans plein d'endroits, je pense à travers toute l'Europe. Le réseau de TGV espagnol sur lequel Ander Odicana, mon co-auteur, a fait sa thèse, a aussi été très largement financé dans le cadre de ces programmes-là. Enfin, voilà, il y a plein de ces équipements qui ont été financés au titre justement d'une certaine manière la concrétisation de ces quatre libertés. Donc il y a eu ces politiques d'équipement, il y a eu le ciel européen, la libéralisation du ciel qui a permis, EasyJet d'une certaine manière, les low cost en sont une conséquence, c'est-à-dire cette possibilité pour des compagnies d'exploiter un réseau européen. Ça prenait d'ailleurs, ça a largement été associé aussi à une politique d'équipement du territoire européen en aéroport, et notamment en aéroport de taille moyenne. Donc ça a aussi été une volonté politique très très forte. Puis troisièmement, il y a toute une série de mesures sur l'incitation au mouvement des populations. Alors, l'exemple le plus facile qu'on a tous en tête, c'est Erasmus, je pense. C'est intéressant de se plonger dans les textes qui sont autour de la prise de décision sur pourquoi faire Erasmus, etc. Il y a l'idée, on va fabriquer l'Europe avec des couples Erasmus. Et ça c'est assez... c'est l'idée, si des jeunes entre 20 et 25 ans vont faire une année ou deux à l'autre bout de l'Europe, il y a de fortes chances pour qu'ils rencontrent l'âme sœur et qu'on fabrique l'Europe à travers ces rencontres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment posé de cette manière dans certains... Alors, il faut aller un peu gratter dans de la littérature grise, on trouve. Mais donc, cette ambition de mettre en mouvement la population pour faire l'Europe est tout à fait explicite. Au-delà d'Erasmus, qui concerne les étudiants, il y a une volonté aussi, par différents instruments, de promouvoir des mobilités internationales de façon démocratisée. C'est-à-dire que ça ne concerne pas qu'une élite d'étudiants très bien formés, mais que ce soit beaucoup plus distribué, que ce soit au niveau des formations ou des âges. Ça passe par le financement de stages, d'expériences à l'étranger, etc. Qui sont assez divers, mais qui vont tous dans le même sens, qui est cette idée de promouvoir un peu le mouvement. Alors, qu'est-ce que ça a produit? Ça, c'est toute la question, et c'est peut-être là où les choses se corsent un petit peu. C'est que oui, ça a produit une certaine cohésion, ça je crois que, et surtout parmi un certain nombre d'élites. Mais ça a aussi produit des contestations à travers tout le continent, des contestations qui sont extrêmement fortes, qui ont parfois été jusqu'au Brexit, par exemple, pour citer une contestation qui finalement s'est traduite par même une sortie d'un pays de l'Union européenne. Alors ces contestations, elles concernent les grandes infrastructures de transport, donc elles concernent finalement ces différents aspects que j'ai relevés. Donc elles concernent la politique d'équipement. Un des exemples dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est la ligne de chemin de fer Lyon-Turin, par exemple, où il y a eu toutes sortes de rebondissements. Sur le fond, d'ailleurs, personne ne sait si cette ligne ferroviaire sert à quelque chose ou pas. On peut avoir quelques doutes si on s'intéresse au flux, au flux qu'elle est censée capter. Mais bon, voilà, donc il y a des oppositions à ces grandes infrastructures. Il y a une rhétorique anti-immigration qui s'est développée. Immigration intra-européenne et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Si on prend par exemple le Brexit, un des gros éléments de rhétorique au niveau anti-immigration, ça a été la présence de nombre de Polonais en Grande-Bretagne, la Pologne étant membre de l'Union européenne. Donc ça n'est pas... Voilà,
cette rhétorique anti-immigration n'est pas que associée à ce qui serait à l'extérieur de l'Union européenne. Il y a aussi eu des critiques alors, sur le développement, le type de développement que produisent ces politiques visant à favoriser les flux. Donc, une critique sociale, une critique écologique, une critique sur les inégalités sociales, par exemple. Voilà, le travail frontalier, probablement, voilà, a trait à ce type de critique. Si on écoute un certain nombre d'acteurs syndicaux, par exemple, ils vous diront, mais voilà, au vu des différentiels salariaux, ça produit du dumping social, et qui c'est qui en fait les frais? Ben, ce sont les pauvres des pays riches, des pays les plus riches. Donc, par exemple, en Suisse, qui d'ailleurs sont souvent pas d'origine suisse, ça c'est aussi... Là, on est dans des systèmes qui sont peut-être plus subtils qu'il n'y paraît. On pourrait citer un autre exemple qui n'a pas trait directement à l'immigration, mais autour des appels d'offres, c'est-à-dire, ouais, je sais pas, à Fribourg, à Berne, à Genève, les pouvoirs publics peuvent lancer des appels d'offres, je sais pas, pour renouveler un parc arborisé, ou etc. Ça peut être une entreprise portugaise qui emmène le marché. Ça arrive régulièrement, ce genre de choses, hein, puisqu'il y a ces différentes libertés. Alors, évidemment, l'entreprise portugaise, elle peut venir avec ses arbres sur un camion, les gars qui viennent les planter. Ses coûts fixes n'ont évidemment rien à voir avec celles d'une entreprise locale. Donc ça produit des inégalités, ça produit des ressentiments. Ça produit des espèces de sentiments d'injustice diffus, le sentiment que cette construction européenne se fait d'une certaine manière contre les peuples, en les montant un peu les uns contre les autres. Après, c'est évidemment alimenté par des propos populistes, voilà, qui se greffent là-dessus. Mais disons, voilà, on est sur un tableau qui effectivement est assez sombre. Et c'est sur ces choses-là qu'on est arrivé quand on a commencé à faire nos entretiens en Suisse, alors cette fois, auprès des présidences de tous les grands partis de Suisse, c'est-à-dire les 4 grands plus les Verts, puis on a pris la Lega en plus. On est allé à Lugano parce qu'on trouvait que c'était intéressant compte tenu du thème. Petite parenthèse, moi je pensais qu'ils nous enverraient sur les roses, hein. On a écrit un beau courrier qu'on a traduit, etc. Eh bien, on a vu tout le monde. Et ils ont assez vite... Et pour moi, c'était un vrai étonnement, parce que je pensais que ce genre d'exercice, c'était pas forcément évident de rencontrer des présidents de partis et puis d'avoir cette discussion de fond. Mais en fait, oui. Alors, bon, voilà, ça c'est des constats que vous trouverez brossés dans le livre, ce que je vous raconte. Après, alors si on revient sur la question de la mobilité, nous, ce qu'on a essayé d'en tirer, c'était de se dire, bah, voilà, si on essaye de comprendre un peu l'origine de ce qui se passe, il y a manifestement un sac de nœuds autour de la mobilité, et on a essayé d'en tirer les fils pour comprendre un petit peu ce qui se cachait dedans. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que bon, la mobilité, c'est une valeur très forte, hein, des sociétés occidentales. C'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en liberté de déplacement, ça fait. En tout cas, en français, c'est exprimé de cette manière-là. Donc, il y a vraiment cette idée mobilité égale liberté, ou est une expression privilégiée de la liberté. Et c'est aussi pour ça que quand on a commencé à parler de mobilité au sein de l'Union européenne, on a parlé des 4 libertés. Enfin, évidemment, ça place tout de suite, c'est quelque chose, ces 4 libertés exprimées de cette manière, qui effectivement est tout à fait désirable. L'inspiration, aussi on s'en rend compte en creusant un petit peu autour de cette conception de la mobilité, c'est les États-Unis. Hein, c'est de dire, ben, l'idée, c'était de s'inspirer de ce qui s'était fait aux États-Unis lorsque
les différents États se sont fédérés en disant on va essayer de faire les États-Unis d'Europe, hein, un petit peu selon le même modèle, en oubliant d'ailleurs que l'Europe n'est pas les États-Unis et qu'on a des sociétés justement qui sont beaucoup plus fortes, qui se caractérisent par des identités très fortes, par des langues différentes, par toute une série d'éléments que l'on ne retrouve pas de la même manière, aux États-Unis. Donc cette idée de mobilité comme liberté, en fait, elle a été très très présente dans les débats, puis elle s'est progressivement traduite par une espèce de promotion du déplacement rapide, lointain et fréquent. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à construire des aéroports, des TGV, des autoroutes. C'est comme si on disait, mobilité comme liberté, l'expression privilégiée de ça, c'est de se déplacer vite, loin et souvent, et si possible de façon démocratique, c'est que ce ne soit pas trop cher. D'ailleurs, il y a là derrière aussi peut-être voilà, l'idée d'EasyJet, avionneur bon marché, qui permet effectivement de se déplacer à travers toute l'Europe, enfin EasyJet ou d'autres, hein, mais comme c'est EasyJet qui nous dessert, je parle d'EasyJet en Suisse. Et donc, ça permet effectivement de se déplacer vite, loin, souvent, de façon assez démocratisée. Puis, progressivement, cette idée, et ça on le voit non seulement dans la construction européenne, mais plus généralement dans les sociétés occidentales, d'expression d'une liberté, c'est devenu une espèce d'injonction. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus attendu d'une personne qui prétend qu'elle est dynamique, qu'elle est ouverte, qu'elle est curieuse, qu'elle se déplace vite, loin et souvent, non seulement dans sa vie professionnelle, mais probablement aussi dans sa vie privée. Si on prend un exemple, si vous partez en vacances à Cuba, évidemment, ça a une autre gueule que si vous dites que vous avez été à la vallée de Joux. Hein, donc, voilà, donc il y a des valeurs associées à ça, hein, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué hein, voilà, je pense, les valeurs de ces 50 dernières années. Donc, progressivement, voilà, mobilité, c'est devenu un peu se déplacer vite, loin et souvent. C'est ce qu'on appelle dans le livre les mobilités réversibles. Hein, c'est le fait de pouvoir, voilà, réversible par rapport à l'espace. On peut annuler l'espace en se déplaçant vite, puis en revenant, etc. Et puis, c'est devenu de plus en plus une obligation. Je pense qu'on pourrait faire l'exercice pour plein de petits mondes professionnels. Moi, je peux vous le faire pour le monde académique, qui est celui que je connais le mieux. Je vous garantis que dans le monde académique, il y en a peut-être certains dans la salle qui sont dans ce type de carrière. La mobilité, si vous êtes suisse et que vous voulez faire une carrière universitaire, il est indispensable d'avoir été en poste aux États-Unis, d'avoir été à l'autre bout du monde, d'avoir obtenu une bourse, d'avoir fait des communications à l'autre bout du monde dans des colloques prestigieux. Mais il y a un côté très affichage, c'est-à-dire qu'à la limite, voilà, vous remplissez votre CV avec ça, mais on s'intéresse finalement assez peu au contenu, si on en fait un peu la critique. Je discutais avec un cadre supérieur de l'UBS, c'était il y a 2 ans, qui me faisait le même raisonnement pour les grandes banques suisses, en disant, si on a un poste un peu prestigieux à pourvoir, et puis qu'on fait un concours interne, le gars qui a été à l'agence de New York, il va passer devant celui qui a remonté l'agence de Villars-sur-Glâne, où il y avait plein de problèmes, mais peut-être que celui de l'agence de Villars-sur-Glâne, il a beaucoup plus de savoir-faire parce que c'était beaucoup plus dur ce qu'il a fait. Vous voyez? Et donc, mais par contre, voilà, le fait d'avoir été loin et d'avoir cette expérience, ça écrase un peu le reste. Donc ça s'impose progressivement aux personnes. Et fondamentalement, ce qu'on essaye de dire dans ce livre, c'est que c'est probablement ça le problème de la mobilité et de la construction européenne. C'est-à-dire que la politique qui a été menée de promotion de la mobilité en Europe, c'est vraiment une politique très très fortement associée à la vitesse, au fait de permettre de se déplacer loin et beaucoup moins une mobilité qui serait faite d'ancrage. Hein. Et j'en viens peut-être, alors c'est l'argument sur lequel finalement débouche le livre, en disant la question, c'est pas d'être tellement pour ou contre ces 4 libertés, liberté, libre circulation, etc. La question, c'est de savoir ce que ça veut dire, libre circulation des personnes.
En Europe aujourd'hui, ça veut dire, voilà, concrètement, voilà, liberté de circuler à l'échelle du continent, d'aller faire des affaires à l'autre bout de l'Europe, de faire venir des produits, etc. On est très peu dans la mobilité comme processus de déracinement et de réenracinement ailleurs. Mais on aurait très bien pu imaginer que ce soit d'abord ça, en disant ben, la libre circulation en Europe, c'est quand je suis français ou quand je suis allemand, la possibilité d'aller m'installer en Espagne, mais vraiment de m'installer, c'est-à-dire d'y migrer, et on va m'aider à migrer. On ne va pas m'aider ensuite à faire des allers-retours toutes les 2 semaines pour retourner d'où je viens. Non, on pourrait m'aider à, voilà, à m'intégrer, à participer, à découvrir cette société différente dans sa richesse, etc. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce sur quoi débouche le livre en disant la mobilité, ça n'est pas que franchir de l'espace. Si on remonte aux fondamentaux et qu'on travaille un petit peu la notion, mobilité, ça signifie, si on reprend les vieux dictionnaires et la conception qu'on en avait au début du XXe siècle, la mobilité, c'est la transformation de soi avec l'espace. C'est-à-dire on se déplace pour faire une expérience, pour se transformer. Et là, on a un peu l'impression qu'avec les politiques qui ont été menées, mais bon, ça concerne l'Europe, mais ça concerne plus généralement, je pense, le monde contemporain, eh bien, on a oublié la seconde partie, la partie transformation de soi. C'est-à-dire qu'on peut aller vite, loin, souvent, et on revient, mais on ne s'est pas vraiment imprégné, on n'a pas vraiment approfondi, découvert ce qui fait la substance de l'endroit où on est allé et dont on est déjà revenu. Et donc, voilà, le livre se termine par un certain nombre de propositions en disant qu'il faut sortir de cette promotion unilatérale et totale de ces mobilités réversibles, retrouver, peut-être mener des politiques autour de l'ancrage local. Il y a aussi la question des rythmes de vie, hein, c'est-à-dire que ce qui nous a frappé en nous plongeant un petit peu dans la littérature autour des modes de vie, puis moi j'ai eu l'occasion aussi de participer à une recherche européenne sur la question, c'est que les personnes qui vivent au quotidien ces mobilités réversibles du style, ils sont fonctionnaires européens à Bruxelles, mais en fait leur famille est en Espagne, et puis ils font des allers-retours sur une base semaine, tous les week-ends ils y retournent, etc. Ils sont en général épuisés. Et puis ce qu'ils vous disent en entretien, c'est compte tenu de l'univers de contraintes dans lequel on est pris, c'est la moins mauvaise solution qu'on a trouvée pour mener notre vie voilà, de famille quotidienne, compte tenu des aspirations des uns et des autres, mais fondamentalement, ce n'est pas souhaitable. Et donc, ça, c'est aussi intéressant hein, de voir que voilà, on a ces réactions de façon récurrente, et ce n'est pas souhaitable en particulier parce que c'est associé à des rythmes de vie qui sont presque intenables et qui se traduisent par du burn-out, par des séparations de couple, enfin, il y a plein d'indicateurs, comme ça on a prenez cette population un peu survoltée qui a la danse de Saint-Guy et qui vit comme ça à travers plusieurs pays, ou qui est pendulaire de longue distance en Suisse, vous vous rendez compte que ben, voilà, vous avez toutes sortes de risques qui vous concernent beaucoup plus que la moyenne de la population. Donc il y a aussi cette question de qualité de vie hein, derrière sortir des mobilités réversibles. Il y a aussi réduire la concurrence qui est productrice d'inégalités. Est-ce que c'est juste quand vous êtes, moi je ne sais pas, employé, allez, dans le secteur de la santé, aide infirmier, aide infirmière, que vous soyez en concurrence avec des gens qui finalement viennent s'installer, viennent un peu de toute l'Europe s'installer juste derrière la frontière côté français, puis viennent finalement candidater, pour avoir du boulot en Suisse et sont prêts à accepter des conditions salariales plus basses, puisqu'en fait, ils sont dans un lieu de vie où ils n'ont peut-être pas besoin d'autant d'argent que pour vivre en Suisse. Enfin, voilà, donc ça produit des inégalités de toutes sortes, et ça nécessite sans doute d'avoir des règles du jeu un peu plus strictes et qui valorisent un peu plus, de nouveau, l'ancrage et le fait d'avoir migré. Et puis enfin, il y a évidemment la question de l'empreinte carbone
Ces politiques de promotion des grandes mobilités, elles sont juste catastrophiques d'un point de vue empreinte carbone. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, donc peut-être pour aller vite, voilà, je vais peut-être m'arrêter simplement là, peut-être en vous donnant encore un élément sur la Suisse, une chose qui m'a frappé, qui est peut-être moins dans le livre en anglais que dans le livre rouge en français, mais je pense que c'est un élément de discussion qui peut être intéressant. Quand on a fait nos entretiens des présidences de partis, il y a une chose qui nous a frappé, on a des entretiens longs qu'on a retranscrits in extenso, ça nous faisait à peu près, si je me souviens bien, 100 pages de notes un peu. Bon. Puis quand on commence à faire l'analyse de contenu, on se rend compte que le clivage gauche-droite ne fonctionne pas sur ces questions. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que concernant la mobilité, la critique de la mobilité réversible, vous pouvez trouver des gens de gauche comme de droite qui vous tiendront ce discours-là. Sur la valorisation de la mobilité aussi, ça se construit sur autre chose qu'un clivage partisan, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est peut-être un point qu'on peut discuter. Puis peut-être un dernier point, puis je m'arrêterai avec ça. Une autre chose qui nous a frappé dans ces entretiens, puis aussi plus généralement dans tout ce qu'on a pu lire autour de ces questions de mobilité en Europe, c'est qu'on ne pense jamais la mobilité de façon globale. L'exercice que je vous ai fait au début, consistant à dire les 4 libertés, liberté de circulation des personnes, de circulation des services, de circulation des capitaux et de circulation des biens, ces 4 domaines qui renvoient chacun à la mobilité, en général, on ne les conçoit pas comme ça, on les conçoit comme de façon séparée, comme renvoyant à des univers différents. Et ce qui nous a vraiment frappé en écrivant ce livre, c'est que les questions d'infrastructure, les questions d'immigration, les questions de finances, les questions plus généralement de concurrence marchande, de travail frontalier, ont finalement toute une série de points communs en lien avec la mobilité, et ça fait sens de les aborder avec ce chapeau de mobilité, et peut-être en raffinant un petit peu la notion avec des formes de mobilité plus ou moins réversibles, plus ou moins ancrées. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Oh, ça va à peu près. Voilà, merci.